qu'on accueille Gwenaël Imfeld, qui est chercheur à Strasbourg, avec lequel on interagit dans différents cercles. Et je dois vous avouer qu'en fait, j'étais super intéressé à titre perso d'en savoir plus sur ce qu'il fait. Notamment, je pense qu'on aurait pas mal à échanger de manière directe sur les compositions isotopiques de molécules organiques, mais on fera ça dans un autre cadre peut-être. Et puis aujourd'hui, il a eu la gentillesse de proposer pour aujourd'hui un webinaire sur les biocides urbains et avec un exemple particulier du terbutrine. Gwenaël, je ne sais pas si ma présentation est complète, mais je te laisse le, le tapis, ou comme on dit, je te laisse la scène que tu te présentes davantage. Très bien. Eh bien, bonjour tout le monde, ravi d'être là. Merci beaucoup, Jérémy, pour cette invitation et puis content de pouvoir contribuer à ce cycle de séminaires Égou. Oui, moi j'aimerais en fait discuter avec vous de l'émission, transport et transformation d'un biocide urbain qui est emblématique et à travers lui, il y a plusieurs autres biocides qui pourront se greffer dans le modèle et puis dans le cadre qu'on propose. C'est celui de la terre-butrine et de comprendre un petit peu ce qui se passe de la façade en passant par le sol jusqu'à la nappe. Donc pour ça, il y a eu plusieurs expériences qui ont été menées actuellement dans le cadre d'un projet Interreg qui s'est terminé il y a 2 ans, qui s'appelle Navegbo. Et là, on continue et on poursuit ces travaux dans le cadre d'un autre projet Interreg qui s'appelle Reactive City. Et Reactive City, c'est un projet avec l'université de Freiburg, donc qui est juste en face de Colmar en Allemagne. Il travaille sur la partie hydrologie, également avec l'Institut de pharmacie, et puis avec les écotoxicologues de Landau. Et à chaque fois, en fait, il y a les villes de Landau, de Freiburg et de Strasbourg qui sont impliquées avec leurs services. Et c'est avec ces services qu'on travaille sur la définition de trajectoires urbaines pour la sortie de biocides. Donc on regarde en fait comment diminuer drastiquement ces substances. Donc ce que je vais vous présenter là, c'est des travaux qui ont été menés à la fois dans la thèse de Tobias Junginger, qui a soutenu en 2023, et dans le postdoc de Laura Sereni, qui a terminé là en 2024, tout récemment, avec qui on continue à interagir. Alors, hop, voilà, donc j'aimerais discuter, rappeler rapidement le cadre des biocides urbains, discuter aussi du potentiel de transformation de ces micropolluants urbains. Ensuite, on abordera la transformation des micropolluants urbains sur les façades et leur relargage, leurs émissions, comment ça se passe et quelles surprises on a pu découvrir dans le cadre de nos expériences. On considérera ensuite l'infiltration des micropolluants dans le sol, une fois qu'ils sortent de la façade vers les nappes phréatiques, où on a mené des expériences de lysimètre. Et puis, on abordera le transport des micropolluants à l'échelle du quartier, pour lequel on a développé un modèle. Et tout récemment, on a développé une tentative de modèle à l'échelle de la ville pour prendre en compte les flux de façon quantitative d'un biocide, donc de la terbutrine. On terminera avec quelques perspectives sur ce qui peut être mis en place, comment on le fait, et puis c'est une discussion en cours, bien sûr. Tout d'abord, là, le cadre général, c'est celui des limites planétaires depuis 2022. Les nouvelles entités qui représentent la pollution chimique est considérée comme une des limites planétaires, avec le changement global, l'intégrité de la biosphère, etc. Vous avez ici ce schéma que vous connaissez certainement. Les limites planétaires constituent un espace de fonctionnement sûr pour l'humanité, avec 9 processus critiques qui régulent la stabilité et la résilience du système Terre. Et les micropolluants et leurs produits de transformation rentrent principalement dans le cadre de ces nouvelles entités. Elles sont caractérisées par leur persistance, la mobilité, l'impact négatif potentiel. Et en 2022, il est considéré que cette limite planétaire, nouvelle entité, est transgressée en termes du taux
en augmentation de ces produits, d'une part par leur production et leur rejet, les rejets accrus de nouvelles entités avec des potentiels de risque variés, souvent inconnus, et puis aussi le dépassement de nos capacités à évaluer à la fois la sécurité, les risques encourus, et puis en termes de surveillance, de monitoring. Donc on ressent certainement tous les gens qui travaillent ici, je dirais en chimie de l'environnement, la façon dont on est dépassé pour suivre en fait ces nouvelles entités et leur transformation. Alors, en ce qui concerne la pertinence des biocides comme micropolluants communs, les biocides dont on va parler ici sont ceux qui sont inclus dans les matériaux de construction, et en particulier dans les peintures et les enduits. Ils sont utilisés pour empêcher la croissance des algues et des champignons, et ils peuvent être lessivés vers l'environnement sous l'effet de la pluie battante. Alors, c'est pas forcément ce qui est attendu initialement, hein. De plus en plus, il y a des formulations qui passent en capsule pour avoir une diffusion progressive de ces substances et limiter le lessivage. Mais force est de constater depuis maintenant plus d'une décennie qu'on observe quand même ces biocides et leur relargage. En discutant avec les architectes, il y a un paradigme complètement dingue qui est celui de la façade blanche. Alors, une façade blanche, on pourrait se poser la question dans une ville, bah, finalement, pourquoi avoir mis en place ce paradigme des façades blanches? En fait, ça vient d'un vieux concept des années 20, Le Corbusien, qui a pénétré quelque part dans les valeurs et puis dans les standings de l'architecture, au point qu'aujourd'hui, on a du mal à se passer de ces façades blanches, alors que strictement, il y a très peu de risques qui sont associés au développement algal, et ça pourrait même être une façon de réincorporer de la vie dans la ville. Alors, aussi là-dessus, si vous allez acheter des peintures, vous verrez que dans la plupart des revêtements, il y a des biocides, comme la terbutrine, le diuron, l'isoproturon, différentes classes en fait chimiques avec des propriétés physico-chimiques très différentes, et on peut observer jusqu'à 0,5% de ces biocides, souvent des herbicides, dans le produit final. Les estimations dans un pays comme l'Allemagne, on estime qu'il y a entre 200 et 400 tonnes par an de conservateurs de films qui sont utilisés, dont le diuron, l'octylthiazolinone et la terbutrine, qui constituent entre 50 et 100 tonnes par an. Alors pourquoi est-ce que c'est important de se pencher sur ces biocides urbains? Le premier point, c'est que, comme je l'ai évoqué, ils ne restent pas sur place. Ils vont bouger. Et donc, on va observer des concentrations dans le ruissellement de façade de l'ordre du milligramme par litre, dans les eaux qui vont être transportées ensuite à l'échelle du quartier de l'ordre du microgramme par litre, souvent dans les rivières également, et dans les eaux souterraines de l'ordre du nanogramme par litre, parfois davantage. Ce sont des composés qui sont très stables, parce qu'il faut qu'ils restent au niveau des façades, et qui sont souvent extrêmement toxiques, notamment vis-à-vis des organismes aquatiques comme les algues ou les plantes. Diversité de molécules, là aussi, des triazines, des phénylurées, des azoles. Et vous voyez que la terbutrine est ici présente comme triazine, avec une structure chimique qui est très proche de celle de l'atrazine. Alors, la terbutrine a été interdite en usage agricole dans l'Union européenne en 2003, en même temps que d'autres triazines. Et c'est une substance qui a été jugée comme prioritaire dans le cadre de la directive 4 sur l'eau, avec des PNEC, des Predicted Non-Effect Concentrations, de l'ordre de 3 à 34 nanogrammes par litre. Donc c'est très bas, ça veut dire que ce sont des substances qui sont particulièrement toxiques. Et on va retrouver dans différents travaux des concentrations qui vont jusqu'à 5 ou 6 ou 7 microgrammes par litre dans les rivières, et un ordre de magnitude inférieur dans les eaux souterraines. Les produits de transformation sont parfois bien décrits, pas tout le temps, mais jugés comme probablement également toxiques. Donc là, le lien entre l'atrazine et la terbutrine est très important avec l'atrazine, hein. Je
pense dans pas mal de nappes en France, en Europe, on retrouve encore l'atrazine des éthyles, le désiopropylatrazine, qui sont des produits de transformation qui sont souvent parmi dans le top 5 de ce qui est retrouvé dans les eaux souterraines au niveau agricole. Alors, en ce qui concerne le potentiel de transformation de ces micropolluants urbains, les questions de recherche qu'on s'est posées ici, c'est finalement quelles sont les voies de dégradation de la terre butrine et comment suivre sa dégradation et sa réactivité. Quels sont les processus qui contrôlent sa dégradation au niveau des façades et quelle est la contribution des produits de transformation dans les lixivia lors des pluies. Quelles sont les voies d'entrée principales et les processus de transport réactif des biocides urbains vers les nappes phréatiques? Et est-ce que c'est possible finalement de quantifier, d'avoir des prévisions quantitatives des émissions de ces biocides et de leur distribution à l'échelle du quartier et peut-être à l'échelle de la ville? Donc vous avez ici le schéma général avec l'emboîtement des échelles. On voit des processus élémentaires, des processus réactifs qui nous permettent d'obtenir des cinétiques, des variables qui vont permettre d'alimenter les modèles. On a également ce qui se passe à l'échelle des façades en tant que telles. Et donc là, on a mené des expériences avec des façades artificielles. La façon dont l'infiltration va se produire à l'échelle du sol, à travers différentes surfaces, et c'est ça qui est assez complexe, hein. On peut avoir à la fois des graviers en bas de façade, des pavés, et également des surfaces végétalisées. Les modalités de transport ne sont pas les mêmes. Et puis une grande complexité à l'échelle du quartier qu'il s'agit également d'aborder, puisqu'on a besoin de ces proxys et les villes sont demandeuses également de ces estimations à l'échelle des quartiers, voire à l'échelle de la ville. Alors en ce qui concerne la partie de réactivité élémentaire, on a mené des expériences de photodégradation, donc avec une lumière simulée dans un appareil qui s'appelle le QSON, que vous avez ici représenté, une lampe xénon. Et là, on peut travailler sur de la photolyse directe, c'est-à-dire sans substances qui vont être elles-mêmes irradiées et qui vont pouvoir ensuite transmettre leur énergie aux molécules, ou de la phototransformation indirecte, en ajoutant par exemple des nitrates ou des substances humiques dans l'eau qui vont jouer ce rôle de transfert de radicaux. Également des expériences d'hydrolyse, sachant bien sûr qu'on est souvent autour de pH 7, mais les expériences d'hydrolyse nous permettent de pousser la réactivité de ces molécules et de mieux comprendre en fait les voies de transformation. Et puis bien sûr la biodégradation dans des sols, des sédiments et également dans des boues de stations d'épuration. Donc pour ça, la- les temps de demi-vie de la terre butrine sont souvent estimés comme supérieurs à 100 jours. Il s'agit de voir dans quel compartiment c'est réellement le cas, hein. Pour ça, on a mené des expériences dans ces petits microcosmes là que vous voyez, avec des aiguilles, au-dessus un filtre. Ça permet de les maintenir stériles tout en permettant un échange gazeux quand on est dans des conditions oxiques. En conditions anoxiques, on peut flusher et mettre une atmosphère d'azote. Alors sur la photodégradation de la terre butrine, finalement, il y avait assez peu d'études directes, indirectes qui ont été menées là-dessus. Ce qu'on a observé, en fait, c'est une réaction avec l'excitation et la formation d'un intermédiaire à l'état triplet qui va donner une transformation radicale de terre butrine, lui-même qui entraîne une délocalisation au niveau du cycle aromatique et qui va générer un affaiblissement de la liaison carbone-azote pour donner du déséthylterbutrine. Mais on observe aussi tout un tas d'autres composés, comme la terbutrine sulfoxyde et puis la terbutrine déséthylhydroxy, qui sont présentes à la fois en photodégradation directe et indirecte. En ce qui concerne les cinétiques, on peut voir ici dans les expériences d'hydrolyse qu'on a des temps de demi-vie qui sont assez rapides au pH extrême, de l'ordre de 45 à 450 heures. Pour les expériences de photodégradation en lumière simulée qui correspond à une irradiation maximale en été, on a des temps de demi-vie
qui sont également assez courts, hein, de l'ordre de quelques jours. Sous lumière UV, ça va très rapidement. Par contre, pour la biodégradation, on a observé ici, pour les sédiments, pour les boues activées, pour les sols, des temps de demi-vie qui sont beaucoup plus longs, hein, de l'ordre de 84 à 117 jours. Ce qui nous amène quand même à penser que la dégradation de la terre butrine est assez lente dans l'environnement une fois qu'elle a été émise des phasates, mais avec une réaction potentiellement assez importante au niveau des façades. Alors on a ici établi les premières références pour évaluer la formation de ces produits de transformation et maintenant on se pose la question si ces méthodes, ces approches et ces produits de transformation qu'on a pu élucider dans cette première étude peuvent être retrouvés dans l'environnement. Alors, vous avez ici le scénario des façades jusque dans le réseau, voire directement dans le sol. Alors, regardons de plus près cette transformation de la terre butrine sur les façades et leur relargage. Donc pour ça, on a mis en place une expérience avec des façades artificielles à l'extérieur. Elles ont été construites en suivant scrupuleusement les conditions techniques stipulées par les fabricants de peinture et les fabricants de façades. Donc, ce sont des façades, donc il y a des réplicas, 1 mètre carré de façade en extérieur. La terre butrine qui a été utilisée est encapsulée, hein, comme elle est utilisée actuellement depuis maintenant une dizaine d'années, de plus en plus. Et puis, on a fait un suivi pendant 200 jours. Donc, vous voyez ici, hein, il pleut sur ces façades et puis on peut collecter les échantillons à partir des petites gouttières qui sont connectées à des bouteilles qu'on récolte tous les jours. Et on suit bien sûr en parallèle les variables hydroclimatiques. Alors, ce qu'on a pu trouver ici, vous avez un graphe qui montre l'émission cumulée de la terre butrine en millimoles par mètre carré en fonction du ruissellement cumulé sur la façade, en litres par mètre carré. Alors on peut voir que les taux d'émission de la terre butrine tendent à diminuer au fil du temps. Donc il y a d'abord un relargage très important de la terre butrine fraîche qui est encore active avec les capsules qui effleurent en surface de façade. Et puis, ce qui nous a pas mal surpris là, c'est qu'on a pu voir une contribution importante et dès le début finalement de l'expérience du produit de transformation. La terre butrine sulfoxyde qui apparaît et qui est continuellement libérée avec la terre butrine non dégradée. Donc ici, ça c'est un indice très clair que la photodégradation opère et est limitée à la surface de la façade. Donc, on a pu regarder ici quels sont les facteurs qui contrôlent l'émission et la dégradation de la terre butrine par des études en corrélation avec les variables hydroclimatiques, en corrélant ça avec nos variables finalement de relargage. Et on a pu voir qu'un facteur principal qui contrôle, c'est véritablement le ruissellement, le volume de ruissellement en particulier sur les façades. Et le facteur qui contrôle la contribution de la formation de produits de transformation est directement l'irradiation solaire. Donc il y a une corrélation directe, importante entre l'irradiation solaire et la formation de produits de transformation. Donc ça, c'est intéressant parce que ça nous permet de créer en fait les bases pour un modèle. On a utilisé le modèle Comlim qui a été développé par Burkhardt et ses collègues en Suisse, qui nous permet d'estimer finalement l'émission totale de terre butrine et de son produit de transformation depuis 2014, c'est-à-dire depuis le début de la mise en place des peintures dans le quartier de Schiltigheim, hein, qu'on a étudié, et de pouvoir reproduire en fait ce qui s'est passé en termes d'émissions cumulatives, en milligrammes par mètre carré ici. Donc on peut faire la même chose à la fois sur la terre butrine sulfoxyde, donc son produit de transformation, qui est fonction à la fois de l'irradiation et puis du volume de ruissellement. Et ce qu'on a pu voir ici, c'est qu'on a une masse 2 fois plus importante de produits de transformation qui est émise par rapport à la terre butrine. Donc ça, c'est un résultat très important quelque part. Ce n'est pas l'émission de la terre butrine
en tant que tel uniquement qui pose problème, c'est véritablement l'émission de son produit de transformation. Donc ici, ce qu'on peut mettre en évidence, c'est qu'il y a un besoin réel de prendre en compte le cheminement de transformation dans l'évaluation des risques et donc également d'évaluer l'écotoxicologie du mélange en sortie de façade et pas uniquement celle du composé parent qui n'est manifestement pas stable dans les façades. Donc on a ici le produit de transformation qui sont souvent inconnus, potentiellement toxiques. On a pu les mettre en évidence. Ils sont libérés en continu en quantité supérieure à celle du biocide parent, dans le cas de la terbutrine. Et cela pointe sur un besoin d'estimation à long terme de la contribution des produits de transformation. Quatrième partie sur l'infiltration des micropolluants dans le sol vers la nappe phréatique. Donc pour cela, on a mis en place des lysimètres qui vont reproduire ce qui se passe dans les différentes surfaces. Donc au niveau de la ville, on peut avoir une séparation au niveau du réseau séparatif, donc avec une partie qui va arriver directement dans les rivières, dans les cours d'eau, un réseau unitaire avec un passage également dans les stations d'épuration. Et puis, de plus en plus, on a dans les nouveaux quartiers cette gestion alternative en ville éponge qui est très utile pour les questions de changement climatique, qui va permettre une recharge de la nappe, où on va privilégier finalement des surfaces végétalisées à l'intérieur des quartiers pour des questions de mieux vivre, faire re-rentrer autant que possible la biodiversité. Et puis, lors de cette réinfiltration d'eau, il y a quand même cette question de, oui, réinfiltrer, mais une eau de quelle qualité? Donc, pour aborder cette question, on s'est appuyé sur le quartier de Schiltigheim. Vous avez ici un schéma également du dispositif qui a été fait. On a suivi une noue qui est une première partie du bassin, de ce petit bassin versant, et une autre partie là qu'on voit en violet, en bleu, qui est l'étang, dans lequel il y a également les eaux de ruissellement qui vont être récoltées. Donc on a ici mis des préleveurs, des capteurs de niveau d'eau, une station météorologique pour évaluer la rétention dans le sol, etc. Et en accompagnement en fait de ce dispositif, on a mis en place à l'extérieur des lysimètres. Vous voyez ici une image des lysimètres en gravier, des lysimètres pavés, des lysimètres végétalisés. Donc trois interfaces sol-surface représentatives de ce qu'il peut y avoir dans les quartiers. On a dopé ça avec un mélange de biocides urbains et de traceurs qu'on a simplement injecté en surface et puis on a laissé faire la pluie. On a échantillonné le lixivia à différentes profondeurs et puis on a mené le suivi pendant 200 jours des différentes molécules dont la terbutrine, le diuron, l'acétochlore, hein, qui est utilisé là comme traceur, et l'octyl isothiazolinone. Alors, ce qu'on a pu observer ici, dans le lysimètre gravier, c'est un passage extrêmement rapide lors des premiers événements, avec une formation quand même de produits de transformation. Donc, un temps de séjour très faible qui explique ici une exportation assez importante après 200 jours il y a à peu près 17% qui ont été exportés. Dans la partie qui est en pavé, on a ici, vous voyez, les échelles changent, hein. On est ici davantage entre 100 et 150 microgrammes par litre, alors qu'auparavant, au niveau des graviers, on était entre 200 et 300 microgrammes par litre. On a une courbe ici qui est davantage retardée, qui reflète en fait le temps de séjour également, moins du diuron, également formation de produits de transformation. Et dans les sols végétalisés, on a ici, vous voyez, on change encore d'un ordre de magnitude. On a une fraction exportée qui est beaucoup plus faible, hein, moins de 1%, avec aussi ici principalement des produits de transformation, par contre en plus grande proportion, qui ont été formés, qui représentent la dégradation à l'intérieur du lysimètre.
Alors, on a pu prélever à la fin de l'expérience dans différentes couches et regarder la présence de ces biocides et établir en fait un bilan de masse couche par couche. Donc, vous voyez ici qu'il y a de l'accumulation dans certaines couches, moins dans d'autres. Et puis, on a pu calculer la rétention dans les lysimètres. Et vous voyez que dans le sol végétalisé, c'est là où on a observé la rétention la plus importante, euh, en lien notamment avec la matière organique et puis le faible temps de séjour. Donc on a une rétention de ces biocides à l'intérieur de la surface du sol. Donc ça, c'est aussi un résultat quelque part qui est important parce que s'il y a rétention, il va y avoir relargage à long terme de ces composés. Et de l'autre côté, c'est aussi intéressant d'avoir cette rétention parce que ça, il y a une protection temporaire, en tout cas, de la nappe. Donc, on a ici une rétention qui est dépendante du type de sol et du composé, avec le gravier qui retient très peu, les pavés un peu davantage, et puis les sols végétalisés. Et dans ces sols végétalisés, c'est ce qu'il y a ici dans l'image au niveau d'une noue, par exemple. Donc ici, ça pose la question pour la gestion durable de ces eaux pluviales en ce qui concerne l'infiltration à travers les surfaces végétalisées et puis potentiellement quel est le risque de contamination des nappes phréatiques quand on a ces surfaces végétalisées dans un cas de ville-éponge. Alors pour aborder cette question, on a établi ici une étude donc à l'échelle du quartier et puis également de la ville. Donc on part ici sur ce même quartier, quartier d'Adelshofen à Strasbourg. Et ici, en fait, sur la base de nos modèles et puis de nos prélèvements, on a donc estimé la concentration et la masse de biocides initial à l'échelle de ce quartier qui était présent dans les façades, le ruissellement en surface et l'infiltration à travers les différents abacs qu'on a pu obtenir à la fois des cages linémétriques et puis des estimations de façade que je vous ai présentées. Les biocides arrivent ensuite dans les noues ou dans l'étang. Il y a également un passage au niveau du sol de surface et puis il va y avoir encore une étape de transport vers les eaux souterraines. Donc on a pu tenter de mettre tout ça en connexion. Et pour cela, on a mené un échantillonnage avec les échantillons d'eau qui ont été prélevés au niveau de différentes façades types, à l'intérieur également de l'étang, des noues. On a fait des prélèvements de sol, de sédiments, de plantes. Donc là, c'est la préparation des échantillons qui ont été filtrés, tamisés. Les échantillons d'eau passent en extraction en phase solide. Les échantillons de sol sont extraits à travers des méthodes Quechers. On peut ensuite nettoyer ces échantillons, on les quantifie en LC-MS triple quad. On a également mené des analyses isotopiques sur la terre butrine et développé les méthodes pour la terre butrine, mais je ne vais pas les évoquer ici, ça serait un autre sujet. Et donc, à travers ça, on a pu établir le bilan de masse à l'échelle du quartier. Donc, si vous voulez les détails, vous pouvez vous référer à l'article dans Stoughton, publié en 2024 par Sereni et Junjinger, en premier auteur. Et ici, on a donc distingué deux sous-bassins. Et on peut voir que si le relargage représente 100%, on a une assez grande partie qui part en infiltration directe vers la nappe. Et ça, c'est dû au fait qu'on a des graviers directement en bas de façade. Donc il y a très peu de rétention qui se font dans les premiers mètres. Et puis, on a également une infiltration diffuse au niveau des surfaces pavées, dans ce cas notamment, et surfaces végétalisées qui représentent autour de 20%. Vous voyez que les cas sont un petit peu différents en fonction du type de sous-bassin qu'on a. Et on a pu estimer ici, pendant 8 ans, on a entre 15 et 69 grammes qui sont retenus dans les sols avec une dégradation lente et progressive. Et puis, on va avoir un relargage vers la nappe qui est estimé entre 0,5 et 2,7 grammes. Alors, ça permet également d'avoir les données de concentration. Et sur ces concentrations, on a la concentration de la terre butrine, mais également de ses produits de transformation. Pour différents compartiments, sédiments, plantes, racines. Et on a pu voir ici que, notamment pour la terre butrine sulfoxyde, on se retrouve
au-dessus des PNEC qui sont définis pour la terbutrine en tant que telle. Et c'est le cas pour pas mal de produits de transformation. Et on a également trouvé pas mal de terbutrine dans les racines et dans les plantes. Donc il y a un effet de bioaccumulation de ces plantes. Ça, c'est intéressant. À la fois, est-ce que finalement, il y a un passage du sol vers les plantes? Ces plantes, quand elles sont coupées, bon, ben, qu'est-ce qu'elles deviennent? Mais les concentrations ne sont pas négligeables et elles semblent persister dans les plantes. Donc ça permet d'établir également des coefficients de risque, hein, des risques potentiels. Et on voit que le risque est très important en bas de façade et puis bah, qui diminue, mais qui reste quand même important pour les rivières, quand on a des réseaux séparatifs. Et également qu'une partie de la terre-butrine va passer dans les effluents de la station d'épuration. Et dans les stations d'épuration, hein, on l'a vu, la dégradation dans les boues activées est très lente et donc la station d'épuration ne retient quasiment rien là-dedans. Et c'est également confirmé par des résultats récents là, qu'on mène dans le cadre du projet Reactive City. Voilà, donc maintenant les flux à l'échelle de la ville, donc ça c'est beaucoup plus chaud, mais c'est très intéressant aussi. Il faut y aller et puis se poser cette question, même si on sait qu'il y a pas mal d'incertitudes qui sont liées à ça. Donc pour ça, on a beaucoup travaillé avec les services en fait de la ville de Strasbourg pour obtenir les différents sets de données, avec comme objectif de quantifier les émissions de biocides et de leurs produits de transformation à l'échelle urbaine. Donc pour ça, on a intégré les sets de données en système d'information géographique et puis les informations des services municipaux. Dans le cadre de ces traitements pour extraire les segments de façade, donc on a procédé en fait à des transects en Google Street View. On a pu regarder dans tout un tas de quartiers. Ça a mis plusieurs jours, plusieurs semaines pour vraiment définir du mieux possible les surfaces peintes dans les différents quartiers de la ville de Strasbourg. Et à partir de là, on a pu déterminer les proportions de façades traitées au biocide en estimant avec dires d'experts et aussi ce que nous on a observé, les taux de couverture en fenêtres, les usages du sol aux interfaces sol-façade et les différents systèmes de gestion des eaux pluviales dans les quartiers. Donc on a pu mettre ça en place dans une vingtaine de différents quartiers pour aboutir à un modèle. Et donc ce modèle, il a donné des résultats qui sont les suivants à l'échelle en fait de Strasbourg. Les émissions annuelles de terbutrine et de son principal produit de transformation, sulfoxyde, sont estimées à 1,4 kg, qui est équivalent à 177 mg émis par hectare par an. Donc à peu près 80% de ces biocides s'infiltrent directement dans les sols et dans les quartiers où il y a ce dispositif de ville-éponge, on est autour de 90%. La dégradation des biocides dans les sols de surface, donc 0,1 m, reste limitée, donc avec une accumulation au niveau des sols. Vous voyez ici sur ce graphe les biocides en micromoles par mètre carré, et puis on a extrapolé ça jusqu'en 2050 avec deux différents scénarios. Un scénario avec des surfaces où on continue à peindre avec des biocides, donc tous les 10 ans on a un renouvellement des peintures, et un scénario alternatif où on peint avec d'autres peintures ou avec d'autres dispositifs qui ne contiennent pas de biocides. Donc vous voyez ici, on a un infléchissement à partir de 2030, si on commence à ne plus utiliser ces peintures contenant des biocides, mais en même temps, on a une rémanence assez importante de terbutrine et de terbutrine sulfoxyde dans les sols. Et la diminution est très lente. Et ça fait un peu penser à ce qu'on peut observer, par exemple, dans le cas de la chlordécone, mais avec des échelles de temps différentes. Une grande partie reste dans les sols. Donc même dans un scénario zéro biocide, à peu près 40% des biocides infiltrés vont persister après 20 ans, bien que les flux diminuent. Donc on a ici une accumulation sur plusieurs décennies et un risque de lessivage aussi vers les nappes phréatiques du biocide accumulé. Au niveau des quartiers, ce qu'on observe aussi, c'est des différences significatives des exports de biocides entre les quartiers, et ça permet de pointer
peut-être pour les services de la ville, où ils peuvent mettre le paquet dans leur campagne à la fois de sensibilisation, dans les différents subsides qu'ils peuvent mettre en place. Les concentrations dans les eaux de ruissellement ont des seuils écotoxicologiques qui sont de 10 à 20 fois supérieurs en proximité des façades et 1,5 à 3 fois supérieurs au seuil écotoxicologique aux exutoires des quartiers. Et donc, on montre ici, à travers ces différents modèles et leurs combinaisons de modèles, que les mesures clés pour réduire la pollution au biocide, c'est de remplacer les peintures biocides par des peintures sans biocide, et également de déconnecter les eaux de ruissellement et celles des façades. Et il faudra plusieurs décennies dans tous les cas pour réduire la contamination au biocide. Donc, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut faire? La première chose, peut-être, c'est de bien saisir la situation et de la faire connaître, de caractériser en fait l'état. Pour cela, les modèles, avec toutes les précautions qu'on peut prendre, permettent quand même d'avoir un message à l'échelle de la ville qui est audible par les services et par les élus. Les biocides urbains sont mobiles, dégradables, potentiellement toxiques. Il y a un export constant de ces biocides et de leurs produits de dégradation depuis les façades durant toute la durée de vie des peintures, donc environ 10 ans, avec des concentrations qui sont souvent supérieures au seuil de toxicité dans les eaux de ruissellement qui atteignent la base des façades. Il y a donc un risque élevé de transfert rapide vers la nappe, en particulier lorsqu'il y a des réceptacles en gravier ou les pavés au pied des bâtiments, et puis une accumulation dans les sols avec un transfert sous forme de produits de transformation qui sont plus solubles. On a ici un problème qui est mondial, avec un constat identique dans la plupart des villes qui ont mené ces études. La ville sans biocide, c'est quelque chose qui est possible, c'est une vision potentielle et c'est une étape essentielle en notre sens dans le projet Reactive City pour promouvoir l'application du concept ville-éponge. Et donc ça passe par une combinaison d'alternatives à la fois architecturales, culturelles, donc axiologiques et techniques. Le deuxième point, c'est peut-être pour nous, en tant que scientifiques, bah, de s'engager au-delà des limites traditionnelles pour faire évoluer la recherche et la pratique au-delà des approches environnementales classiques, hein. Le cadre déterminant, pression, état, impact, réponse. La recherche classique, c'est ça finalement, c'est d'avoir des indicateurs partagés, d'obtenir en fait des proxys sur les risques. Et très souvent, lorsqu'on a publié ces résultats, il y a un premier plafond de verre qui est la réponse. Finalement, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, il s'agit là d'imaginer des procédures d'atténuation adaptative pour à la fois l'exposition aux substances toxiques, les risques, les maladies, le lien avec la santé environnementale également. Et là, il y a souvent un deuxième plafond de verre qui est celui de, bah, il y a quelqu'un qui devrait s'en charger, quoi. Et finalement, on se rend compte que, il y a assez peu de cette médiation pour le passage vers les décisions sociopolitiques. Alors là, il y a un grand warning, comment on le fait, avec qui on le fait, mais quelque part, ça plaide pour aller vers des approches de transdisciplinarité à la base sur ces questions-là, pour avoir le suivi des effets, travailler sur la communication et le transfert de meilleures pratiques, et revenir peut-être vers des nouvelles études. Donc, pour aller vers une recherche interdisciplinaire qui va vers la transdisciplinarité pour ces questions de santé commune qui parlent beaucoup aux différentes villes ici en Europe. Troisième point, c'est peut-être partager une vision aussi pour une ville sans biocide. Les services de la ville, par exemple à Strasbourg, ils détiennent 15 à 16% de l'ensemble des bâtiments. Là-dessus, ils ont la main, ils peuvent agir et ils peuvent aussi aider dans les nouveaux quartiers, les nouvelles constructions à travailler sur bah, les nouveaux bâtiments pour qu'ils puissent intégrer à la base ces questions de biocide. Donc là, il y a tout un tas d'alternatives qui existent au niveau architectural et également des guides qui existent sur les peintures. Identifier également des alternatives. Donc là, il y a tout un tas de substances qui peuvent exister en pied de façade pour ce qui est déjà le cas avec le relargage des biocides. Il y a des travaux qui sont menés sur du biochar, par exemple. Il y a les peintures minérales qui existent, qui posent peut-être d'autres problèmes.
également, mais qui sont assez intéressantes. Il y a tout ce que peut apporter les sciences des matériaux sur ces façades. Et puis, comme je l'ai dit au début, peut-être reconsidérer la place de la façade et sa couleur dans la ville. Et puis finalement, bah, il y a aussi la question du changement de paradigme. Prévenir à la source, qui est le grand défi interdisciplinaire, et aller vers une économie circulaire quand on met en place ces dispositifs de matériaux architecturaux, concevoir pour prévenir à la fois les déchets et puis la micropollution dès la conception. Donc pour ça, il y a la réflexion à la fois sur les composants qui sont peu ou moins polluants, d'inclure en fait ces questions-là dans l'économie circulaire à la base, d'estimer les coûts environnementaux également là-dedans, d'éliminer les déchets les plus toxiques, et puis d'aller finalement vers un développement urbain qui intègre ce cycle de vie, de repenser, réduire, réutiliser, remanufacturer, recycler. Pour ça, dans Reactive City, on est en train de mener une formation intégrée au cursus d'architecture. On se rend compte que les architectes n'ont absolument souvent aucune idée de cette question des biocides dans les matériaux qui prescrivent. Voilà, vous retrouvez pas mal de résultats simplifiés dans les 16 fiches synthétiques du projet Navegbo. Et puis bah, l'aventure continue. Je pourrais également envoyer à Jérémy, pour vous, pour le réseau Égout, les différents événements du Reactive City, ce projet Interreg 6 sur les biocides urbains qui traitent à la fois des façades, mais aussi des antibiotiques et de pas mal d'autres questions. Voilà, en intégrant les services de la ville pour aller vers cette démarche co-construite. Voilà, merci. Merci Gwenaël, merci pour cet exposé. Il y a effectivement pas mal de choses qui résonnent avec le projet Égout. Euh, alors Romain applaudit. Est-ce que tu veux lever la main aussi pour poser une question, Romain? Ouais, j'ai trouvé ça vraiment super, merci. Je voulais revenir sur les plafonds de verre. Nous, au Lésu, on travaille beaucoup sur les plastiques et on est plus, j'ai l'impression que vous, en interaction avec les décisions politiques, ou en tout cas les décisions. Essayer de faire des politiques publiques, notamment avec le traité international sur le plastique, sans pour autant je pense qu'on soit au même point que vous sur la qualification des flux et leur impact réel sur les écosystèmes et la santé. Donc peut-être qu'on a des choses à apprendre les uns des autres là-dessus. Oui, bah oui, faudrait voir. Après, c'est vrai que ça dépend beaucoup aussi je dirais, de la communication, du degré de conscientisation qu'ont les élus hein, et les Hum, équipes qui sont en place. Par exemple, avec Strasbourg, on a un très très bon contact et on travaille déjà là-dessus, hein, sur des politiques publiques. Je ne les ai pas présentées ici, hein, mais dans Reactive City, là, on a par exemple plusieurs stages de master en co-encadrement avec les services de la ville pour définir en fait ces trajectoires de politiques publiques sans biocides ou qui réduisent, etc., et de regarder ce qui est jouable. Après, c'est les élections là, dans 2, 3 mois. Donc ça amène aussi un certain frein et c'est à chaque fois des échéances de 5 ans qui nous bloquent hum. quand même, pas mal. Mais très bien, échangeons là-dessus avec plaisir, Romain. D'autres questions, d'autres réactions? Thomas? Je me joins aux félicitations de Romain. J'ai trouvé la présentation formidable. Comment finalement, à partir d'un objet, on peut en faire tout le tour pour essayer de bien appréhender ses flux. J'avais une question peut-être un peu bête, mais est-ce que vous avez essayé d'estimer, et je vais peut-être louper, j'allais dire une espèce de facteur de concentration dans la peinture elle-même, parce que finalement vous avez des flux cumulés qui sont en augmentation constante. Alors dans la modélisation avec le renouvellement des peintures récurrents, je le comprends, mais sur l'expérimentation que vous avez menée sur des façades à façon, j'allais dire, finalement on note pas, enfin il y a une légère atténuation, mais on a l'impression que ça s'arrête jamais vraiment. Est-ce que vous avez une idée d'à quel point vous étiez finalement du lessivage de la terre butrine de la façade, quoi? Ouais. Oui, en fait, bah, là-dessus, sur les façades, les façades expérimentales étaient toutes fraîches. Donc, ça met énormément de temps pour atteindre ce plateau quelque part. On est
Au début, on est en augmentation linéaire et puis après, bon, bah, on sature au bout de plusieurs semaines, on commence à voir ce mouvement-là. Bon, on ne l'a pas atteint. Et c'est vraiment dans notre modélisation à partir de 5 ans, 6 ans qu'on commence vraiment à voir cet infléchissement. Mais on ne voit pas de diminution, ça stagne et ça continue d'augmenter en bilan de masse pour le produit de transformation. Donc oui, on l'a bien pris en compte dans cette tabac et on a également fait des expériences immergées pour regarder combien de temps ça allait mettre pour sortir vraiment l'ensemble de la peinture, enfin l'ensemble, pardon, de la terre butrine dans des expériences en immersion. Donc on a combiné dégradation sur le terrain et après on est revenu au laboratoire pour essayer de faire sortir toute cette terre butrine en estimant le temps nécessaire que ça demanderait pour pouvoir ensuite l'inclure dans le modèle. Ouais. Mm. Et si j'en ai l'opportunité, deuxième petite question, c'était sur les résultats plantes. Je trouve très intéressant notamment pour une molécule comme la terbutrine. Et les produits de transformation, ils n'étaient pas sur la figure parce que vous n'en avez pas trouvé ou parce qu'ils sont pas sur la figure? On les a pas mis parce qu'il y a quand même une incertitude qui est liée au rendement d'extraction. C'est Hmm, facile, on a vu que ça variait pas mal en fonction du type de végétaux. hmm, Et il y a aussi une perte parce qu'il faut passer en masse sèche, hmm. réextraire, etc. Donc voilà, on a simplement vu ce résultat et puis on l'a pas particulièrement poussé. Mais ouais, Ok. ça serait intéressant. C'est Hmm, pour ça que j'ai principalement montré la terre butrine, mais on a les autres sur les produits de transformation, mais ils sont pas corrects, je pense. Ouais. ok, ça marche. Merci beaucoup en tout cas. D'autres questions, réactions? Allô? Oui, Anthony? salut Lda. Oui, et toi? Je suis désolé, je Anthony, t'envoie beaucoup de entends? demandes Je d'achat. coupe ton micro. Gwenel, je suis en train de me dire que sur parce que je vois Elvire, Elvire à l'écran et j'ai expliqué pourquoi ça me fait penser à ça. Ça serait intéressant, peut-être à la suite de la prospective SIC, qu'on fasse un partage d'expérience sur nos relations avec les collectivités, avec les élus, parce qu'on a des expériences différentes, sans doute. Euh, Nous, on a été observés par Elvire dans ces relations-là. Il y a un webinaire qui est accessible sur le site d'Egout. À l'échelle du LSCE, on a aussi un petit groupe qui fait du partage d'expérience sur nos relations avec la ville de Paris, enfin l'écosystème parisien à travers différents projets, notamment les projets type EcoCity ou des choses comme ça. Et ça serait bien qu'on monte un truc, une petite réunion avec le LESU, avec Métis, avec le LSE, avec toi et puis d'autres partenaires, pour savoir un peu comment on a fait, quels ont été les retours, quels ont été les freins dans ces interactions. Nous, je pense qu'on a gagné pas mal aussi en expérience et on continue d'apprendre beaucoup. Et voilà, ça serait chouette, et quitte à porter ça à l'échelle nationale, parce que c'est un vrai enjeu aussi, la manière dont les chercheurs et chercheuses discutent avec ces opérateurs. Ouais, ouais, je pense que c'est vraiment un immense enjeu et quelque part, c'est une question méthodologique aussi. Et on pourrait se dire que chaque ville, chaque situation, en fonction de ce qu'on regarde, est assez unique, mais il y a certainement des patrons génériques à dégager là-dedans. Et ça serait, je pense, très intéressant de formuler en fait quelque part des guides de transdisciplinarité là-dessus. Même bref, de montrer un peu ce qui a marché avec quelques exemples parlants pour que bah, les prochaines générations de projets puissent vraiment s'appuyer là-dessus à fond, quoi, et aller de l'avant sans refaire les mêmes étapes, les mêmes erreurs. Ouais. Et un petit commentaire aimable d'Elvire dans le chat. Oui. Tu veux que je le lise ou vous pouvez tous le Ah oui, lire? je ne peux pas prendre la parole, mais j'ai beaucoup appris de cette présentation. Des éléments que vous pourrez porter sur vos liens avec les politiques publiques et services de la ville sont passionnants. Merci beaucoup. Bah, très bien. Bah, Elvire, si toi tu es là-dessus sur l'observation, n'hésite pas à venir aussi à Strasbourg et à discuter, hein. On a des masters là qui sont aussi en lien avec nos collègues en sociologie qui travaillent sur les jeux de pouvoir, les jeux d'acteurs et puis les services de la ville hein, qui cherchent à définir ces politiques publiques. Voilà, si tu veux des miroirs, c'est certainement moins avancé que de votre côté. On s'y est mis il y a seulement 5 ans. Mais voilà, il y a peut-être des éléments qui peuvent t'intéresser. Tu es la bienvenue. Je vous mettrai en contact.
Bien, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres réactions? Guillaume, je vois que tu es, dans la boucle des participants et donc j'en profite pour faire un coucou aussi. Et Oui, s'il y oui, a oui, oui, ouais, ouais, merci. Ouais. Je suis dans la boucle, ouais. C'était super intéressant. Bon, on voit quand même le gap de niveau. C'est toujours un peu difficile pour nous, euh, non scientifiques, de suivre un petit peu, mais le concept est assez passionnant et assez enrichissant de voir jusqu'où on peut aller dans le détail et voir l'impact des biocides sur les traitements de façade qui peuvent avoir un impact durablement sur l'environnement. C'est super intéressant. Super intéressant. J'ai bien suivi le sujet. Merci. Merci à vous. Si Guillaume, est-ce que vous avez produit des mugs avec le logo que tu viens d'afficher? Ah, ça c'est un produit, bah, c'est micro-production, on va dire. Donc, micro-production oui, ouais, ça, c'est à la marge, on va dire. Bon, je serais intéressé éventuellement, mais on sort un peu du sujet. Merci à tous et à toutes. On se voit lors d'un prochain webinaire qu'on n'a pas encore prévu. Et puis pour les membres du COPIL, on se voit dans un mois à peu près. Grand merci, Gwenaël. Il faut qu'on reste vraiment en contact. J'aimerais t'inviter au LSE, même directement, pour un webinaire, enfin un séminaire, et puis échanger un peu plus sur l'isotopie moléculaire et puis des relations avec les collectivités, si ça te convient. À Avec le top. plaisir. Et moi, de mon côté, je vous inviterai au forum de Reactive City. Voilà. Ouais. Ok. Nous, on fera sans doute une grande messe en fin de projet. Puisqu'on s'arrête, le projet Go s'arrête fin 2025, donc on fera sans doute une grande messe et tu seras invité, bien entendu. À bientôt tout le monde, passez un bon Merci week-end. beaucoup. Salut. Salut. Oui, je peux éviter des conférences en même temps, si j'entends pas tout. C'est chouette.